Merci de participer à cette table ronde. Je ne vais pas représenter tous les intervenants parce qu'ils sont tous listés dans la slide du dessus. Donc je pense qu'il est plus important qu'on ait lieu, enfin qu'il y ait lieu les débats plutôt que les civilités, même si j'adore les civilités et que je trouve ça tout à fait agréable. Je voudrais quand même prendre quelques précautions oratoires par rapport à cette table ronde. Le premier, ce serait bien qu'on n'utilise pas les mots valises. Premièrement, parce que coordination, quand on me dit on va faire un grand plan et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la coordination. Moi j'aime bien, j'adore qu'on fasse de la coordination, hein, c'est pas un problème, mais sauf que ça ne veut pas dire grand-chose. Au bout du compte, de manière concrète, et ce qui serait intéressant de cette table ronde, c'est qu'on trace des pistes et des choses très concrètes pour faire en sorte de faire avancer ce que nous a demandé Jean-Carl Grelier tout à l'heure par l'intermédiaire d'Anne de Danne, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que politiques, pour faire avancer les choses, sachant qu'on a une volonté ici, c'est d'avoir un grand plan national sur la maladie rénale chronique et de faire en sorte que ce plan, à l'instar de ce que disait Vincent Lacombe, Lacombe tout à l'heure, à la dernière table ronde, soit un plan qui soit ni marqué par les corporatismes, ni marqué par les silos, ni marqué non plus par un problème qu'on a en France qui est souvent l'hypernorme et la sécrétion de normes qui fait qu'au bout du compte, les acteurs en tant que tels ne s'y retrouvent pas, ou si certains s'y retrouvent, les autres ne retrouvent pas leurs petits. Donc voilà, donc j'aimerais passer la parole tout de suite à Jean-Marc pour qu'il nous dise ce qu'il attend du politique et quels sont les points qu'il voudrait voir mis en tête des priorités des politiques une fois qu'on aura, allez, on va imaginer ça pour après les présidentielles, on va dire, hein, parce que la période reste encore extrêmement compliquée et que des grandes décisions qui vont se tenir entre maintenant et la présidentielle, je pense que si on prépare déjà bien cette doléance ou cette demande aux politiques pour après les présidentielles, ce serait vraiment top. Jean-Marc. Bien, donc je crois qu'on a fait tous le constat aujourd'hui sur les différentes tables rondes. C'est que donc la maladie rénale est une maladie qui est encore méconnue, qui coûte cher à la société, qui est un lourd fardeau pour les patients. Et donc, il faut ce plan national qui permettrait donc déjà de mettre les moyens financiers et humains pour mettre en avant cette maladie et une meilleure prise en soin. C'est aussi dégager les moyens pour accompagner les patients aux soins de support. On en a parlé souvent, et notamment justement sur l'éducation thérapeutique du patient, pour autonomiser au maximum ces patients, tant en dialyse que pour la greffe. Parce qu'on se perçoit que s'il y en a quand même quelques ateliers en dialyse, pour la greffe, il n'y a plus rien. Donc là aussi, il y a un accompagnement à faire. Donc c'est aussi au rompre avec cette approche stade par stade, comme on l'a dit, et de bâtir un parcours cohérent. Donc le forfait MRC a déjà été une avancée indéniable, même si c'est un peu l'usine à gaz pour les professionnels. Pour être amélioré, il peut être amélioré. Et si l'on prend aussi en compte la voix des patients à l'aide des PROMS et des PREMS. Et si on s'orientait aussi vers le principe de la valeur en santé. C'est aussi faire remonter une logique pluridisciplinaire, comme on l'a dit, vers l'amont, au moins pour les stades 3B, peut-être pourquoi pas 3A, afin de donner à ces patients des ressources nécessaires de compétences de néphroprotection déjà, connaître leur pathologie, et surtout qu'ils arrivent informés dans ce parcours qui va être complexe, pas forcément si on arrive à réduire l'impact de la maladie par les nouveaux médicaments et les nouveaux process qu'on voit apparaître, mais voilà, il faut accompagner ces patients. Voilà, je pense que c'est le point principal.
Merci Jean-Marc pour cette introduction qui est extrêmement importante. Je voudrais tout de suite parler aux spécialistes qui traitent traditionnellement le malade qui souffre de maladie rénale chronique. François, qu'est-ce qu'on peut faire? En quoi la profession a-t-elle envie de faire bouger les choses pour faire en sorte justement qu'on ait cette fluidité dans les parcours qui est réclamée par Jean-Marc? Il me semble qu'on a entendu ce matin beaucoup de professionnels, beaucoup de néphrologues dire ce qu'ils appelaient de leur vœu. D'une certaine manière, c'est faire en mieux et en plus grand ce qu'on a commencé à faire depuis quelques années. On a un paysage de la maladie rénale chronique qui a beaucoup changé depuis 35 ans. Bénédicte Saint-Gène nous l'a bien montré ce matin. On est passé d'un monde, il y a 35 ans, où on imaginait que quand on parlait de la maladie rénale, on parlait de la dialyse, on parlait de la greffe, on parlait de maladies rares, quasiment 1 pour 2000. Et c'était d'autant plus effrayant que ça coûtait un argent énorme et ça avait une image et un pronostic qui étaient sombres. Et puis les choses ont changé. Maintenant, la maladie rénale chronique, c'est 6-8% de la population, c'est 850 millions de personnes dans le monde. On connaît tous des personnes qui sont touchées par la maladie rénale, mais elles ne le savent pas. C'est un peu le message actuellement. Donc la maladie rénale chronique, c'est devenu un problème de santé publique. Et l'enjeu, c'est d'identifier la maladie tôt et de la prendre en charge tôt pour éviter, évidemment, que cela n'arrive sur les stades avancés. Et finalement, ce que l'on connaît depuis plutôt les 10 dernières années, peut-être, c'est l'importance du dépistage. On a simplifié les choses. Le dépistage est devenu simple, on l'a vu. Le dépistage, c'est 7,50 €, c'est une prise de sang et un échantillon d'urine. Avec le dépistage des sujets à risque, on a une façon très efficace de prévenir la maladie ensuite, puisque maintenant on a des traitements. On a des traitements parce qu'on a des médicaments, et peut-être ce sont déjà ces médicaments dont on voit l'effet au travers de la baisse de l'incidence de la maladie rénale chronique dans le registre rein. On a des médicaments, mais on sait qu'on a beaucoup plus maintenant, et ça c'est l'expérience du forfait maladie rénale chronique. Le forfait maladie rénale chronique, vous savez, c'est le décret septembre 2019, ça a commencé en 2020, pendant le Covid. Donc la mise en pratique a été encore un peu plus retardée peut-être, mais il n'empêche qu'au travers du forfait, on voit d'une part peut-être une participation à la baisse de l'incidence, et puis on a découvert en vie réelle l'importance des soins de support. L'importance des soins de support, des infirmières de coordination, des psychologues, des diététiciennes, pour améliorer l'accompagnement des patients. Et l'accompagnement des patients, on a beaucoup parlé, peut-être même pas encore assez ce matin, mais c'est certainement quelque chose d'indispensable pour que les personnes prennent conscience de leur maladie, qu'on réalise ce qu'on peut appeler de l'empowerment, qu'elles prennent conscience du besoin de se traiter. On est convaincu que ces messages passent par des équipes qui incluent forcément l'éducation thérapeutique et puis des infirmières, des diététiciennes, des psychologues qui sont au courant de la maladie rénale. On parle d'une seule voix, mais en faisant passer le même message par des canaux différents. Et ça, je pense que c'est fondamental. Donc l'innovation, c'est aussi l'innovation organisationnelle, et ça, on en a parlé. Au travers des articles 51 et l'expérience de l'extension du forfait actuel en amont, c'est certainement quelque chose qu'on appelle tous de nos voeux. L'extension d'un forfait vers le traitement conservateur, c'est aussi quelque chose qu'on appelle de nos voeux parce qu'on est convaincu, on estime que probablement 5% des patients, peut-être plus, relèveraient d'un traitement conservateur, ce serait leur choix. Et mettre en place un traitement conservateur, ça nécessite l'accès à des soins de support, ce qui reste quand même actuellement une difficulté. On l'a dans le forfait stade 4-5 et c'est vraiment une chance, on s'en réjouit, mais il faut que cet accès soit élargi. Puis ensuite, l'innovation thérapeutique, je reprendrai quelques mots de la présentation de Justine Baqueta ce matin, c'est aussi l'innovation médicamenteuse. Il faut qu'on ait accès de manière précoce aux médicaments qui permettent de ralentir la maladie rénale, il faut que l'on ait accès aux matériels les plus adaptés. Et l'exemple de la néphrologie pédiatrique est un exemple des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc peut-être est-ce un nombre très limité de personnes qui sont concernées, mais on a vu au travers des témoignages de ce matin et de sa présentation l'importance que cela pouvait avoir. Donc oui, je pense qu'on appelle un certain nombre de choses. On a besoin, je pense, pour mettre en harmonie ces différentes initiatives sur le dépistage,
Petite révolution quand même de dépistage. Le dépistage de la maladie rénale ne relève plus du néphrologue. Il relève de l'amont, il relève de la ville. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'était probablement pas pensable il y a des années. Maintenant, le dépistage, la prise en charge précoce, la préparation à la dialyse, à la suppléance de traitement conservateur. À notre avis, il faut un plan maladie rénale pour qu'on ait l'élan suffisant pour porter ces mesures. Et j'ai bien noté dans la présentation de Unicancer de Soulier ce matin sur les 6 piliers du plan, on a beaucoup de ces piliers qui sont déjà avec nous. Donc, je pense qu'il faut qu'on profite de cet alignement remarquable des planètes pour transformer notre démarche en la mise en avant d'un plan maladie rénale et réussir à avoir effectivement une prise en charge bien plus intégrée de la maladie rénale chronique, comme elle le mérite, comme nous en sommes tous convaincus. Ça, c'est aussi peut-être une autre, je me tairai après, mais chose tout à fait remarquable aujourd'hui. C'est tout à fait exceptionnel que l'ensemble des professionnels soient réunis pour discuter et parler d'une seule voix, réclamer la même chose concernant leur champ d'activité. Je pense que c'est vraiment une force qu'on a et le témoignage de l'importance qu'on attache à ce sujet-là. Merci François. Je vais me tourner vers le grand argentier maintenant. Olivier. Dans une période qui est quand même une période marquée par quelques difficultés financières, ça, je crois que ça a échappé à personne, il y a quelque chose qui a changé au niveau de la CNAM depuis en particulier, enfin je trouve que sous l'impulsion de Nicolas Revel en particulier et maintenant de Marguerite Cazeneuve, quelque chose a changé dans le sens où vous devenez de plus en plus des investisseurs. Alors, je ne sais pas si dans le prochain rapport chargé-produit, vous avez des démarches qui sont spécifiées et cernant la maladie rénale chronique, mais ce serait déjà intéressant de le savoir. Puis la deuxième chose, c'est, dans ce contexte, comment la CNAM peut aider les acteurs ou aider les politiques à faire en sorte qu'on prenne les bonnes décisions pour pouvoir aller dans le sens, justement, d'une démarche beaucoup plus fluide, d'une prise en charge plus efficiente sur le terrain, et qui gomme, autant que faire se peut, les différentes inégalités d'accès. Oui, je sais, c'est une grosse question. Oui, si j'ai 2 heures, il n'y a pas de problème. En tout cas, tout d'abord, merci à l'Alliance pour la santé rénale de nous... Si. Je me rapproche. Voilà. Je remercie les organisateurs d'avoir convié la CNAM, puisque nous travaillons effectivement beaucoup avec eux. Il n'a échappé à personne que ça a été dit ce matin, notamment par Madame Stengler, la maladie rénale chronique est un enjeu extrêmement coûteux pour le système de santé, notamment pour les malades au stade de la suppléance, et que par définition, toute action qui vise à améliorer la prévention et donc à diminuer l'incidence de la maladie rénale au stade de défaillance rénale est évidemment une bonne mesure. Ce qui veut dire que dans ce cadre-là, l'assurance maladie, en effet, tu as raison, dans le cadre de sa COGE, sa nouvelle convention d'objectifs et de gestion, déploie beaucoup plus les actions d'aller vers, des actions de recherche d'efficience sur la maximisation des actions de prévention. Et d'une façon générale, la maladie rénale chronique, chargé produit, vous avez évoqué chargé produit, il y en avait de longs développements dans le chargé produit de cette année, justement, avec un chapitre spécifique sur la maladie rénale chronique qui balayait à la fois les aspects d'incitation au dépistage, d'incitation par ailleurs à être partenaire pour augmenter le recours notamment au prélèvement à la greffe. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait pas plus tard que cette année pour la journée du 22 juin, où l'assurance maladie a relayé de fait l'appel au don d'organes dans la journée du 22 juin, donc sur ce qui est traditionnellement fait par ailleurs. Mais au-delà de cela, la maladie rénale chronique est dans notre cible du risque cardiovasculaire au sens général du terme. Et ça a été dit là aussi très bien ce matin, l'impact sur le rein est le produit de nombreuses affections causales, et parmi lesquelles on a évidemment des tueurs silencieux connus comme l'hypertension artérielle, le diabète méconnu. D'ailleurs, lui n'est pas un tueur silencieux, on connaît parfaitement l'impact du diabète sur la maladie rénale, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs aussi, la convention médicale signée en 2024 a remis au centre des préoccupations avec les professionnels de santé
l'importance des dépistages du diabète d'une part, dépistage de la maladie rénale chronique d'autre part, avec des indicateurs spécifiques, des indicateurs de résultats attendus sur ces deux dimensions. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de construire un plan de communication nationale en direction du grand public, comme on l'a fait l'année dernière et les années précédentes sur notamment l'insuffisance cardiaque, pour qu'il y ait une prise de conscience du risque au sein de la population. Et on n'est pas forcément très innovant en la matière, puisque certains pays, notamment les pays du Nord ou les pays anglo-saxons, ont des campagnes qui ont bien marché dans cette dimension-là, dans cette optique-là. Et je pense notamment aux campagnes de type Know Your Numbers, qui est conduit dans les pays anglo-saxons, incitant chaque citoyen, pas forcément malade, chaque citoyen à prendre conscience qu'en fonction de, je dirais, sa vie, ses comportements, sa façon de vivre, il peut être touché par un risque cardiovasculaire. Encore une fois, on n'invente rien. Framingham l'a dit il y a plus de 40 ans, les risques sont toujours les mêmes sur la sédentarité, l'obésité, le diabète méconnu, l'hypertension négligée et les dyslipidémies. Donc on est bien dans cette perspective de mettre en visibilité à partir de 2026 des campagnes dans cette direction. Par ailleurs, dans le cadre des outils traditionnels, conventionnels de l'assurance maladie, je pense notamment aux accords cadres interprofessionnels qui ont été évoqués là aussi ce matin avec les maisons de santé pluriprofessionnelles. La négociation conventionnelle est en cours en ce moment même. Nous allons essayer de mettre en visibilité des parcours pluriprofessionnels qui ciblent notamment le risque cardiovasculaire et ses dimensions de dépistage, parce que, tu l'as très bien dit, je pense que à la fois la transition démographique et la transition épidémiologique, les deux combinés, font que nous avons un risque majeur sur notre système de santé de voir une explosion des maladies chroniques dans les 10 à 15 ans qui viennent, de façon tout à fait mécanique. Et notre enjeu collectif, à notre sens, est bien de mettre un accent fort et déterminé sur la prévention du risque cardiovasculaire notamment. Je mets à part évidemment les autres types de prévention, vaccination, dépistage organisé, ça c'est d'autres dimensions. Mais en tout cas sur le risque cardiovasculaire, c'est vraiment la prévention qui est le cœur, je dirais, de la cible de l'assurance maladie actuellement et dans les campagnes que nous sommes en train de préparer. Un dernier mot pour faire écho à ce qui était dit juste précédemment sur la voix du patient. Nous sommes supportifs, et je le dis notamment pour la directrice générale de l'offre de soins qui est avec nous, nous sommes supportifs du souhait des associations de patients, mais pas que, de faire émerger et de voir sanctuariser plus clairement la voix du patient dans les choix thérapeutiques et dans les organisations qui sont liées à l'émergence et à l'accompagnement du choix, comme ça a été très bien dit d'ailleurs par la représentante de France Rhin juste à la table ronde précédente, puisque au-delà de la volonté des acteurs de faire, il nous paraît important d'arriver dans les réflexions réglementaires qui sont en cours, à la fois sur les autorisations et les financements, auxquels nous participons par ailleurs avec vous, d'arriver à assurer une traçabilité de cet avis du patient ou de cette recherche de la concertation avec le patient sur les stratégies les plus adaptées. Alors nous savons que c'est plus difficile que dans le cancer. Le cancer, c'était simple, entre guillemets, c'était les RCP, parce que la RCP est évidemment un moment particulier du parcours, après un diagnostic, avant des choix thérapeutiques, et donc c'est moins vrai dans la maladie rénale, ça a été très bien expliqué par certains avant moi, puisque le choix peut être itératif, peut être évolutif au cours du temps et de l'évolution de la maladie, donc c'est sans doute moins facile. En revanche, ça nous paraît extrêmement important, à la fois au regard des enquêtes menées par les associations de patients, France Rhin et d'autres, qui montrent bien qu'il y a un gap, ou en tout cas un hiatus, entre ce que perçoivent les patients de l'information qui leur est donnée et la réalité des parcours thérapeutiques qui leur sont proposés. Donc il nous paraît important d'arriver, à l'occasion de cette réflexion importante nationale qui est en cours, à faire émerger de façon un peu plus claire et un peu plus traçable surtout cette notion du recueil de la voix du patient dans le système. Merci beaucoup Olivier. Je vais passer tout de suite la parole, la transition était merveilleuse, donc à Marie Daudet, justement pour qu'elle nous explique quels sont les outils qui vont être mis en place. Et puis, d'une certaine manière, quelles sont les prochaines échéances des discussions que vous avez avec les professionnels et avec les associations de malades?
Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je tenais à être là parce que, et c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans ce qui a commencé à se dire, on a un intérêt particulièrement fort au ministère pour la maladie rénale chronique et pour ce qui est mis en place pour les patients concernés. C'est toujours intéressant pour moi de venir, d'entendre, d'échanger avec les associations de patients et les professionnels pour pouvoir à la fois tirer des éléments de bilan de ce qu'on met en place et des perspectives et tracer des perspectives d'évolution. Vous avez tous beaucoup parlé, par exemple, du forfait, j'y reviendrai, et vous parlez aussi de la fluidité des parcours et de la voix des patients. Et tout ça, ce sont des axes sur lesquels nous sommes effectivement en train de travailler. Pour rappeler, je vais rappeler rapidement ce que l'on fait et quelles sont effectivement les prochaines échéances. Peut-être dire aussi que effectivement il n'y a pas de plan maladie rénale chronique, il n'y a pas de plan MRC, mais ça ne nous empêche pas d'avancer et de poser des briques pour à la fois renforcer la qualité de la prise en charge des patients et la prise en charge à un stade le plus précoce possible. Et donc dans ce qu'on met en place et dans les outils qui sont mis en place dans les différentes politiques que nous menons, nous souhaitons et nous essayons de faire système et d'avoir des liens et des ponts entre les différents stades que sont la présuppléance, la suppléance, les traitements conservateurs. Et bien évidemment qu'il reste des voies d'amélioration, et c'est ce sur quoi il nous faut travailler, et probablement, comme je l'ai entendu, amplifier ce qui est déjà fait. Mais nous avons déjà posé ces briques-là. Si on reparle du forfait, par exemple, du forfait MRC qui a été créé en 2019 et qui a apporté un certain nombre de choses dans le suivi des patients et dans la connaissance qu'on a du phénomène et dans la qualité de la prise en charge, on voit qu'il y a des progrès qui ont été faits, et notamment pour le stade 4 comme pour le stade 5, sur le suivi des recommandations de la HAS. On voit aussi qu'on n'est pas encore et qu'on n'a pas encore atteint la cible, et que bien évidemment, l'objectif qu'il nous faut, c'est de pouvoir atteindre la cible la plus proche possible de ces recommandations dans la prise en charge, puisqu'on a des chiffres qui sont encore, notamment sur le stade 5, très éloignés de la cible qui nous est fixée. Ce forfait aussi, on sait qu'il est améliorable, donc j'ai entendu le fait que serait attendu qu'on puisse peut-être l'étendre à des stades inférieurs. Ça, c'est quelque chose qu'on note. Il faut surtout améliorer, et c'est ce qu'on a commencé à faire, améliorer les facilités, les modalités de recueil pour faciliter notamment la vie des professionnels, puisque c'est un reproche qui nous est régulièrement adressé. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment avec l'ABM notamment et avec France Rhin sur cette amélioration du recueil de données, puisque vous disiez, et c'est effectivement très important, et c'est aussi ce qu'a apporté ce forfait, c'est le fait de mieux connaître les choses et d'avoir un recueil de données qui soit plus fiable. Donc là-dessus, on a quand même des perspectives d'évolution et des perspectives de travail. Ensuite, on a tout ce qui est plan greffe. Là aussi, on peut, vous savez que le plan greffe est l'objet d'un suivi qui est régulier. On peut regretter que les résultats ne soient pas toujours à la hauteur de ce qui est attendu, mais le plan greffe suit son cours avec des moyens qui sont mis sur la table qui sont importants, et des résultats qui, même si ne sont pas notamment dans les résultats sur la greffe rénale, qui ne sont pas forcément sur la fourchette haute, commencent quand même à bien prendre leur envol. Que fait-on pour essayer de renforcer tout ça ? Ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est par exemple d'essayer d'augmenter le nombre d'établissements qui sont impliqués dans le don. C'est tout le travail qui est réalisé aujourd'hui via les réseaux de prélèvement, et qu'on essaye de dynamiser pour faire rentrer même les établissements qui ne sont ni préleveurs, ni spécialistes du prélèvement, ni spécialistes de la greffe, de pouvoir rentrer dans un système où ils savent correctement orienter les potentiels bénéficiaires et les potentiels donneurs, et de pouvoir faire partie d'un réseau justement de connaisseurs. Qu'est-ce qu'on fait aussi ? On essaye de favoriser la culture du don parmi les professionnels, et notamment en essayant de former mieux nos professionnels de santé avec une formation nationale
nationale qui va être mise en place à la rentrée avec la NFH, une formation gratuite et qui devra permettre aussi d'essayer de cumuler et de concentrer nos efforts là-dessus. Je pourrais lister tout un tas de mesures du plan Greffe, je ne suis pas là pour le faire, mais c'est pour rappeler que cette partie-là du parcours du patient, elle est particulièrement importante. Vous le disiez, qu'est-ce qui est mis sur la table aujourd'hui? Olivier Aubrecht le disait, c'est la réforme de la dialyse. Et ça, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup et sur lesquels nous travaillons. Nous avions commencé à travailler, comme vous le savez, il y a quelques années. Les travaux s'étaient arrêtés. Nous les avons repris avec les différents partenaires. Et nous les avons repris de façon assez intense et nous espérons pouvoir aboutir maintenant rapidement. Donc, ces travaux portent à la fois sur l'organisation de la dialyse et sur les autorisations, et ils portent, comme vous le savez aussi, sur son financement. Donc ce sur quoi nous travaillons et qui fait totalement écho à ce qui a été dit précédemment, quand on parle de parcours de patient, de fluidification du parcours, le fait, encore une fois, de faire système et de se parler, nous voulons et nous allons proposer qu'il y ait systématiquement un temps d'échange entre l'équipe de dialyse et l'équipe de pré-suppléance au moment du choix de la modalité de dialyse. C'est quelque chose qui a été demandé à plusieurs reprises et c'est un des axes que nous travaillons. Nous travaillons aussi afin, comme ça a été dit aussi, que le patient soit mis au cœur de sa thérapeutique en réalité. Nous travaillons au fait qu'ils doivent recevoir une information complète et individualisée qui sera et devra être fournie par au moins un néphrologue et un infirmier, de façon à avoir une information exhaustive sur la suite de son parcours. On veut aussi mettre en place différentes étapes avec une réévaluation régulière pour, avec le patient, pouvoir progresser sur l'adéquation de la modalité de dialyse choisie et la meilleure et également son éligibilité à la greffe. Là aussi, je pourrais vous citer tout un tas de mesures que nous sommes en train de travailler, mais les choses vont bouger sur l'éducation thérapeutique, sur l'hémodialyse à domicile. On essaye, là encore, d'écouter la voix du patient et de le mettre vraiment au cœur de ce système-là et encore une fois, de se faire parler les différentes étapes du parcours entre elles. Réforme du financement de la dialyse. Là, vous savez que c'est un enjeu qui est extrêmement important, à la fois un enjeu de santé publique et d'abord un enjeu de santé publique, puisque le financement est un levier plus ou moins incitatif aux différentes pratiques. Et donc, nous voulons absolument pouvoir réformer cette partie-là, et c'est important pour nous. Et nous avons par ailleurs une obligation que tout soit mis en place, une obligation législative, que tout soit mis en place au 1er janvier 2026, avec des textes qui soient connus à la fin de l'année 2025. Dans ces modalités de financement qui vont mieux prendre en compte les caractéristiques du patient, on y ajoute aussi des critères de qualité parce qu'il était important pour nous de renforcer la qualité des parcours. Voilà un peu les grands axes sur lesquels nous travaillons. Peut-être ajouter 2 autres axes. L'un sur les innovations. Vous parliez des expérimentations article 51. Je pense que c'est important de pouvoir se saisir de ce qui marche et de pouvoir travailler sur l'innovation avec les différents acteurs. Et puis, dernière chose, l'importance des données aussi, avec le fait notamment d'élargir encore le périmètre du registre rein de l'ABM pour pouvoir avoir ces données qui nous manquent encore aujourd'hui, mais qui ont beaucoup progressé depuis la mise en place du forfait MRC. Donc voilà un peu les grandes perspectives et les grands traits qu'on peut tracer sur ce qu'on est en train de faire. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. On voit que tout ça s'ordonne autour des grands axes et des grands principes qui sont mis en avant aujourd'hui, qui est encore une fois la fluidification du parcours, le fait de pouvoir faire du patient un acteur de son parcours aussi, c'est important, et de pouvoir pour cela utiliser les leviers qui sont les nôtres, et notamment les leviers du financement, que ce soit dans la réforme de la dialyse ou avec les avancées sur le forfait MRC. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très riche en termes de projets et qu'on attend avec plaisir et impatience, je dirais. Je vais passer tout de suite la parole à Agnès Firmin-Lebaudot, qui est députée de la Seine-Maritime. Agnès, vraiment merci, ça c'est vraiment une preuve d'amitié que d'être là, parce que je sais que vous êtes en circonscription, vous avez trouvé du temps pour vous libérer. Alors ça n'a rien...
je voudrais surtout pas que Jean-Carl en prenne ombrage. Hein. Jean-Carl, il a une obligation en plus, donc il pouvait pas se libérer même à cette heure-ci. Mais voilà, en tant que parlementaire, si vous aviez une mesure sur laquelle, ou deux mesures sur lesquelles vous voudriez vous appuyer, peut-être, je sais pas, pour faire un article additionnel dans le PLFSS ou envisager une question particulière au gouvernement, vers quel centre d'intérêt vous orienteriez-vous dans le cadre de cette recherche d'un plan MRC qui intègre l'intégralité des acteurs? Tout le monde a bien conscience qu'il y a en France plus de 4 millions de patients diabétiques. Je ne sais pas si dans la société, nous avions conscience qu'il y a plus de 3 millions de patients atteints de maladies rénales chroniques. Et donc ça, c'est pour moi la première des choses. Et l'intérêt d'un plan, puisque c'était quand même l'enjeu de la journée d'aujourd'hui, c'est au moins de mettre au devant de la scène cet enjeu majeur de santé publique qui, pour l'instant, je le crois, j'allais dire, dans la société, est plutôt hors des champs. Et pourtant, à écouter les tables rondes qui ont été les vôtres, à écouter, puisque je m'étais connectée un petit peu en amont, les acteurs précédemment, je trouve qu'en termes de prise en charge, la maladie rénale chronique est très clairement à la fois en avance de phase, puisque en termes de forfait et de prise en charge, ça a été une des premières pathologies à être prise en charge, j'allais dire globalement à travers un forfait, et elle peut illustrer, et elle doit illustrer, et même elle pourrait illustrer ce que doivent être les politiques de santé. L'enjeu autour de la prévention, et on le sait, est majeur sur la maladie rénale chronique. L'enjeu du dépistage, et là peut-être on a collectivement, puisque ça a été dit tout à l'heure, on est sorti du dépistage unique par le néphrologue à un dépistage, j'allais dire, possible par d'autres professionnels. Je me dis qu'en réfléchissant et en voyant les enjeux autour du dépistage des maladies chroniques, que peut-être à partir d'un certain âge, ça coûterait sans doute pas beaucoup de sous, et ça aurait un intérêt de pouvoir se dire qu'à partir de 50 ans, on puisse se faire une fois par an un petit test au bout du doigt pour le diabète et une petite bandelette urinaire. Peut-être on aurait des moyens de dépister des maladies insidieuses et invisibles qui pourraient s'installer. Et puis l'exemple, et ça a été dit, de prise en charge globale du malade et de mettre le patient au cœur de sa maladie et de son parcours. Et je pense que, ça a été dit, je crois, par Monsieur Lacombe, l'enjeu de la transversalité, il est majeur. Puisqu'une fois que la maladie est là, que le patient doit être mis au cœur de ses choix, au cœur de son parcours, il y a l'enjeu tout autour de traitement de la prise en charge, enfin du traitement de la prise en charge jusqu'à la dialyse, peut-être, et jusqu'à la greffe. Et il y a l'enjeu de ce que, à mon avis, on a encore à faire comme progrès, même si ça a été souligné, sur comment on arrive à prendre en charge tout ce qui est soins de support et qui a un effet absolument important sur le patient, sur le confort de vie du patient. Donc, si en tant que parlementaire, j'avais quelque chose à faire, c'est compliqué parce que quand on dépose des amendements, ça coûte des sous. Et on ne peut pas, quand on est parlementaire, déposer des amendements qui coûtent des sous. Bon, accessoirement, quand on est ministre, on a aussi du mal à faire des choses qui coûtent des sous, hein, je vous le dis, entre nous. Donc, moi, je pense qu'on a un enjeu majeur à réfléchir. C'est en termes de recherche. Je pense qu'en termes de recherche, on a un enjeu majeur à réfléchir sur... et là, on va atteindre les sujets d'éthique et de bioéthique sur le don d'organes. On voit bien qu'on a un grand nombre de nos concitoyens qui attendent une greffe. Je pense que la réflexion autour de la recherche et de la xénogreffe est un enjeu. Je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main et qu'il nous faut regarder avec tout ce que ça veut dire et tout ce que ça engendre. Mais je pense que certains pays avancent et je pense que nous avons intérêt à regarder cela de près. Ça, c'est pour l'avenir. Donc, je pense qu'une réflexion sur un article 131 sur la recherche à ce niveau-là me paraît pas complètement inintéressant.
Et pour moi, le deuxième enjeu, c'est vraiment l'articulation et comment on accompagne nos malades atteints d'une maladie chronique, dialysés, j'allais dire, dans leur parcours de vie. Je pense que la prise en charge, elle existe, elle est là, et la réflexion autour de la tarification de la dialyse est un vrai enjeu. Et j'attends avec impatience la fin de l'année pour voir comment la DGOS a réussi à faire quelque chose qui n'est pas simple. La réforme de tarification, mais qui est absolument nécessaire. Mais comment on peut accompagner au mieux ce que nous n'arrivons pas complètement à faire, que ce soit dans la maladie rénale chronique, que ce soit dans le diabète, que ce soit dans toutes les pathologies, sur, à mon avis, un enjeu majeur sur ce que sont en global les soins de support et comment on arrive à mesurer quel est leur effet sur le patient, bénéfique sur le patient, et comment on les prend en charge ou pas, de quelle façon on les prend en charge ou pas. Je pense que là, on a encore un énorme enjeu à faire. Et en vous écoutant tous, je me dis que le plan, il a cet intérêt. C'est-à-dire qu'il pourrait résumer très bien ce qu'est la prise en charge d'une maladie chronique. Il aurait, à mon avis, intérêt à mettre en avant que la maladie rénale chronique, comme est son nom, mais est un vrai enjeu de santé publique, puisque 3 millions de nos concitoyens en sont atteints, et pourrait, à mon avis, mettre, j'allais dire, en ordre de marche ces réflexions nécessaires à la fois sur l'évolution autour du don d'organes, sur la recherche nécessaire autour de la xénogreffe et sur la prise en charge, j'allais dire, des soins de support qui permettent à nos concitoyens, j'allais dire, de vivre mieux leur maladie chronique. Voilà globalement ce que je voulais dire. Et ce que je porterais peut-être comme amendement, je pense qu'on a un sujet sur le dépistage, mais qu'il soit sur le diabète, sur la maladie rénale chronique. On peut maintenant, avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, avec j'allais dire, les évolutions de compétences des professionnels, proposer à nos concitoyens, avec mon espace santé qui doit être un vrai outil, j'allais dire, au service de la prévention et du dépistage, on doit pouvoir proposer à nos concitoyens, une fois par an, à partir d'un certain âge, une petite piquette au bout du doigt pour le diabète, une petite analyse, une petite bandelette. Voilà, on voit bien qu'on peut mettre ça en place parce que c'est aussi une façon de rendre nos concitoyens acteurs de leur santé. Et le gros enjeu de la politique publique dans les années à venir, c'est de faire de la prévention, j'allais dire, presque la plus grande et en tout cas la plus urgente des politiques publiques. Assez brièvement, ce que je voulais dire. Je n'ai pas répondu à la question, Olivier, mais c'est ce que j'avais envie de dire, en fait. Merci Agnès pour votre intervention. Je vais passer tout de suite la parole, de manière un peu taquine d'ailleurs, à Cécile Couchou. Cécile, qu'est-ce que fera l'Agence de biomédecine une fois qu'on aura réussi à faire du dépistage et de la prévention de la maladie rénale chronique et qu'il n'y aura plus besoin d'aller chercher les greffons? Non, je crois qu'on avait parlé surtout d'un sujet qui était extrêmement important, qui était celui de se dire il faut qu'on ait un système de recueil de données qui soit un système de recueil de données qui soit performant. On a les moyens dans un pays comme la France de s'en doter. Je suis sûr que dans le Health Data Hub, on doit trouver des tas de choses. Voilà. De quoi vous rêveriez pour faire en sorte d'avoir cette efficience non pas simplement sur le stade 5 et après, mais sur le stade 3A. Oui, quand on a discuté ensemble, j'ai beaucoup insisté sur le système d'information. Alors c'est vrai que ce matin, les cancérologues nous ont dit on a d'abord fait un plan cancer et maintenant on réfléchit à un registre national. Les néphrologues ont fait un petit peu l'inverse. Alors ils ont le plan greffe, mais c'est qu'un tout petit bout. Par contre, on a un système d'information sur la défaillance rénale, ce qui nous a permis d'évaluer l'activité de greffe, l'activité de dialyse, le bénéfice de la greffe, puisqu'il faut avoir le complément pour savoir quel est le bénéfice de la greffe. Il faut connaître ceux qui n'ont pas accès à la greffe. Et là, clairement, en tout cas, l'Agence de la biomédecine porte de façon
porte avec vigueur une extension de son système d'information sur la maladie rénale, donc sur les stades en amont. Parce qu'il faut qu'on ait il faut qu'on ait de l'information sur les traitements conservateurs, il faut qu'on ait de l'information sur les stades plus en amont, déjà pour pouvoir évaluer les trajectoires, pour connaître les parcours, pour aussi connaître qui sont les gens qui ne vont pas à la dialyse, de même qu'on avait besoin de connaître qui étaient les gens qui allaient à la greffe. Donc, on va travailler, comme l'a dit de la DGOS, Madame de la DGOS, on travaille aussi sur le système d'information du forfait MRC qui aujourd'hui est sous-exploité. Il sert pour les financements, mais il n'est pas utilisé à titre, pour de l'évaluation et puis pour de l'épidémiologie. Et nous, on aimerait, et encore, remonter plus loin et disposer des données de laboratoire pour avoir, parce que, comme vous le savez, la maladie, elle est définie par une mesure, deux mesures de laboratoire, et ça, on n'a pas l'information au niveau national. Donc nous, on pousse beaucoup sur le système d'information. Et juste pour finir, un plan MRC. Ce matin, le plan cancer, on a vu que c'était intéressant. Le plan greffe, M. Antoine Thierry a bien montré aussi comme c'était intéressant. Donc oui, un plan. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame la députée. Je ne pense pas que ce soit cher, puisqu'en fait, c'est un investissement qui va très vite être rentable. Une année de dialyse, on va dire, c'est entre 50 000 et 80 000 euros. Donc retarder la maladie, on est très vite rentable. Donc investir sur le dépistage, la prévention, le système d'information, c'est pas de l'argent perdu, au contraire c'est de l'argent gagné. Je n'ai pas dit que c'était cher, j'ai dit qu'en tant que député, on ne pouvait pas déposer des amendements qui coûtent des sous. C'est pas tout à fait la même chose. J'aimerais bien qu'on puisse le faire. 50 000 euros contre 7,50 euros, je crois que l'assurance maladie a l'oreille qui se lève, là, non? Oui, forcément qu'on a l'oreille qui se lève. Simplement, ça suppose donc d'être en capacité d'investir avant d'avoir le retour sur investissement constaté. Et le problème de notre système aujourd'hui, il est bien là. C'est qu'on a une difficulté. On est d'accord, on ne peut pas ne pas être d'accord. Simplement, on dit, aujourd'hui, ça a été calculé pour la convention médicale, pour avoir les deux actes dont on a parlé ce matin, à la fois le DFG et le RAC, effectivement, 7,25 €, très bien. Aujourd'hui, on s'aperçoit dans les bases de l'assurance maladie que seuls 60% des patients diabétiques, ça a été redit par M. Thébault d'ailleurs ce matin, seuls 60% des patients diabétiques bénéficient d'un tel examen annuel. Si on élargit au-delà des patients diabétiques, on prend les patients sous traitement antihypertenseur ou avec des maladies de système, toutes maladies qui sont susceptibles d'avoir un impact rénal, on s'aperçoit que seuls 23% des patients qu'on a dans nos bases bénéficient de ces deux examens. Donc on voit bien que même à 7,25 €, si on multiplie par 11 millions de patients aujourd'hui, on a à peu près 11 millions de patients atteints de risques cardiovasculaires dans notre système, maladies hypertensives connues, documentées, plus insuffisance cardiaque, plus maladie rénale chronique, plus diabète, plus BPCO, bronchite chronique, ça fait 11 millions de personnes. 11 millions de personnes multipliées par 7,25 €, ce n'est pas l'épaisseur du trait. Et donc on a nécessairement un effort collectif, et la CNAM le fait. Encore une fois, il n'y a pas d'état d'âme sur le fait qu'il est à faire cet effort. Mais donc il y a bien aujourd'hui un investissement dans le système. Est-ce qu'il est suffisant? Peut-être pas. Mais en tout cas, il y a bien un investissement qui est fait pour mettre l'accent, comme je l'évoquais en préambule, sur la nécessité de prévenir, la nécessité d'agir le plus en amont possible, c'est-à-dire de remonter d'une marche, ne pas attendre que les maladies soient constituées pour améliorer leur parcours. C'est aussi important, bien sûr. Bien soigner les patients, améliorer leur suivi, c'est un enjeu, on est d'accord. Simplement, dans les 5 à 10 ans qui viennent, compte tenu de la transition épidémiologique qui arrive devant nous, l'enjeu, c'est bien de faire en sorte, comme on l'a vu ce matin, il y a peut-être quelques éléments d'espoir avec la diminution de l'incidence de certaines maladies au stade évolué. En tout cas, c'est bien ça notre enjeu, et on est bien d'accord qu'il y a un investissement à conduire. Pour autant, vous conviendrez avec moi, c'est pas moi qui le dis, hein, la Cour des comptes et tout le monde, je pense que Mme Daudet, c'est son cauchemar quotidien. On a une soutenabilité de notre modèle social et notamment de modèle de financement de l'assurance maladie qui est quand même aujourd'hui en difficulté. Mais on fait cet investissement. Alors, last but not least, Jean-Louis, c'est pas en tant qu'ancien parlementaire
que je te pose la question, c'est en tant que responsable de la Fédération hospitalière de France, donc cet immense paquebot qui fait 70% de l'hospitalisation française, est-ce que l'hôpital public va contribuer facilement et surtout va mettre à disposition des outils ou travailler avec les autres acteurs, en particulier de l'ambulatoire, parce que le jour où il faudra faire du dépistage, c'est pas la peine de faire venir tout le monde à l'hôpital, parce que là, je crois qu'avec les frais de transport des ambulances, on n'y arrivera pas. Mais quelle est la volonté de l'hôpital public de vouloir travailler avec les autres acteurs pour mettre justement en place ces structures qui sont des structures de dépistage, de prévention et d'information dans la population en général et auprès des confrères. Enfin, quand je dis confrères, je parle de professionnels de santé. Oui, il y a déjà longtemps que nous sommes sortis de l'hospitalocentrisme et tout ce que tu viens de citer depuis longtemps est généré conjointement par les hospitaliers, par les médecins libéraux et par tous les autres acteurs du système de santé, tous les professionnels. Et donc je crois que oui, résolument, ceci se fait la main dans la main entre tous les acteurs. L'objectif est trop important. Et puis d'ailleurs, nécessité fait loi, il n'y a pas assez d'effectifs, ni dans les hôpitaux publics, ni ailleurs, pour pouvoir faire davantage. Donc évidemment, c'est en répartissant les tâches que les choses peuvent progresser. Moi, je voudrais vraiment féliciter et remercier tous les acteurs qui ont créé cette alliance pour la santé rénale, parce que c'est très important, ces passerelles qui se mettent entre l'ensemble des acteurs. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de talent et beaucoup de bonne volonté dans notre système, mais on voit bien l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que, comme on dit toujours, les gens travaillent un peu en silo, il n'y a pas assez de passerelles. Donc c'est bien là où est l'enjeu, puisqu'on l'a dit et je le redirai, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de faire des économies au système de santé. Donc moi j'entends tout ce que dit mon voisin, mais nous lui apportons sur la table demain 1 milliard d'euros. Bon, peut-être que la Sécurité sociale n'en a pas besoin, puisque elle les trouve ailleurs. Mais on apporte en faisant simplement se rapprocher la réalité de ce qui a été défini dans les plans greffe successifs depuis des années. Alors malheureusement, les plans greffe n'ont jamais été suivis. Aucun n'a abouti au résultat assigné. Aucun. Pour les plans greffe, c'est la différence avec le plan maladie rare, avec le plan cancer. On n'arrive pas vraiment aux objectifs atteints. Et pourtant, les objectifs ont été assignés de façon timide et de façon... on va dire, très modéré. Mais si simplement on atteignait ces objectifs, je le dis tout net, c'est 1 milliard d'euros d'économie. Et les investissements avant, parce que vous avez raison, sont infimes à côté de ça. C'est quelques postes de néphrologue, d'urologue et des toutes petites mesures qui représentent vraiment des dépenses infimes. Donc le bénéfice est évident. Moi, je voudrais rappeler ce que disait ce matin Justine Baqueta pour les enfants en insuffisance rénale. Elle disait la dialyse, pour les enfants, ça sert à les préparer à la greffe. Vous savez que la plupart des adultes, ils voudraient que ce soit la même chose. Hein. Sauf qu'ils ne sont pas entendus. Sauf que nous sommes tous là à dire il faut mettre le patient au cœur de nos préoccupations. Et le patient, on l'a entendu ce matin, il veut être davantage informé, concerté, participer au dialogue. En fait, est-ce qu'on lui demande son avis pour aboutir à son traitement ? Alors on dit non, on ne peut pas. Et on se résigne au fait qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on a décidé qu'en France, on ne pourrait pas faire le nombre de prélèvements nécessaires pour les greffes. C'est une décision qui n'a aucun sens. Parce que l'Espagne y arrive, la Belgique y arrive, d'autres encore y arrivent. Pourquoi la France n'y arrive pas ? Pourquoi, quand il y a 15% d'opposition à Barcelone, il y en a 55% à Paris et un chiffre plus modéré de l'ordre de 30% en Bretagne ? Donc on a la possibilité, si vraiment on s'attaque au problème, d'apporter la solution que les gens demandent, c'est-à-dire, pour la plupart d'entre eux, une transplantation, parce que c'est ce qui leur donne la meilleure réhabilitation, la meilleure autonomie, et c'est ce qu'ils préfèrent pour la plupart d'entre eux. J'entends bien que la dialyse est également tout à fait nécessaire
pour les préparer, ou en cas d'échec tardif de la greffe, pour pouvoir leur donner une chance. Mais au bout du compte, si on fait un plan greffe futur, il faudra s'arrêter de partir des possibilités actuelles. Il faut partir des besoins des patients. Le besoin, pour toutes les greffes, c'est 10 000 greffes par an. En France, on en fait 6 000. Donc oui, il faut pratiquement doubler. Pour les greffes de rein, le besoin, c'est de au moins 7 000 par an. 7 000. On en fait guère plus de la moitié. Donc on voit bien que nous ne sommes pas du tout à la hauteur des nécessités, des enjeux. Et il faut qu'il y ait une petite révolution qui se passe pour que l'on s'arrête de se satisfaire du fait qu'on fait 2% de plus de greffes que l'an dernier, mais on en fait encore 10% de moins que l'an 2017. Hein. Donc c'est quand même c'est pas réjouissant. On fait moins bien qu'en 2017. Donc on est en plateau, disons-le. Et ce plateau-là n'est pas celui qui est nécessité par les besoins des Français. Alors, comment faire pour atteindre cet objectif? Il y a toute une série de mesures. Et ça a été dit à plusieurs reprises, il n'y a pas une baguette magique. Bien sûr qu'il faut améliorer les conditions pour les prélèvements. Et déjà, les coordinations de prélèvements font d'énormes efforts. Mais il faut les soutenir. Il faut des efforts de formation. Il faut des effectifs suffisants. Et puis, il faut des organisations. Songez qu'il y a encore aujourd'hui des endroits où les salles d'opération ne sont pas accessibles pour des greffes la nuit ou le dimanche, dans des villes françaises. Je suis des CHU français. Songez qu'il y a des CHU où il n'y a pas de garde certains jours. Donc je comprends bien que ces jours-là, les greffes sont perdues. Et si on accepte que des greffons puissent être perdus dans ces conditions, ça veut dire qu'on accepte qu'on ne progressera pas et que plan après plan, on se résignera à une certaine médiocrité. Nous avons été un des pays pionniers en transplantation. Nous sommes aujourd'hui un pays suiveur, faisant moins bien que simplement, prenons l'exemple de l'Espagne, qui a commencé 20 ans après nous, mais les élèves ont dépassé les maîtres. Nous leur avons appris au début, mais maintenant ils font mieux que nous, parce que chez eux, les malades qui sont inscrits, ils sont greffés dans l'année. Chez nous, ils sont très heureux s'ils ont une chance d'être greffés dans les 10 ans, parce que certains ne le sont pas du tout. Vous savez que chaque année, il y a des centaines et des centaines de malades qui décèdent de façon parfaitement illégitime, alors qu'ils sont inscrits sur une liste d'attente et qu'ils auraient été sauvés par une greffe. Sachez qu'il y a aussi des centaines et des centaines de malades, en plus, qui sont retirés de ces listes d'attente parce qu'à force d'avoir attendu, ils deviennent inopérables. Leur état général s'est dégradé. Et ces patients-là, évidemment, leur sort il est assez médiocre à brève échéance. Donc il y a véritablement une nécessité de se ressaisir. Je ne veux pas parler que de la greffe. Il est évident que la maladie rénale chronique, c'est un ensemble. Et ça a été défini dans le parcours de soins où le malade doit être pris en charge globalement, moyens conservateurs, dialyse, transplantation et autres modalités, par des professionnels multiples. Et donc tout ça, c'est évidemment très important de mobiliser tout le monde, mais je crois qu'il est important de les mobiliser avec un nouvel enthousiasme et avec des objectifs chiffrés qui disent, au lieu de se contenter de 6 000 greffes par an, de tous organes confondus, on veut 10 000 dans les 3 ans. Merci beaucoup pour ce propos. Mais c'est vrai qu'il faudra qu'on m'explique... alors j'avais compris pour les pays du Nord, Danemark en particulier, sur le plan des résultats en termes de santé publique et de prise en charge des patients. Ce qui m'étonne plus, c'est la Lusitanie qui fait mieux que nous sur le plan de la greffe, comme elle fait mieux que nous d'ailleurs sur le plan de la vaccination, et ce qui est quand même parfaitement étonnant. Alors qu'il nous reste chez nous un vieux fond d'antivax borné qui empêche toute campagne de vaccination contre un certain nombre de pathologies. Marie Daudet, un mot de la fin. Non, je voulais juste réagir sur ce qui a été dit là, parce que peut-être juste rappeler que je ne dirais pas que les objectifs du plan greffe ne sont pas atteints. Ils sont atteints, mais ils sont atteints sur une cible basse par rapport à une cible haute. Et là où je vous rejoins, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire. Et quand vous dites tout le monde se satisfait, il n'y a pas de volonté, il y a une opposition, je ne peux pas du tout être d'accord avec ça, donc je me permets juste de le dire, parce qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut absolument, effectivement, développer la culture du don, mettre le paquet sur le prélèvement, sur la communication, sur l'information, sur la formation, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi,
aussi. Et d'ailleurs, quand on met en avant l'exemple espagnol, il est intéressant, l'exemple espagnol. La culture du don en Espagne, elle est extrêmement répandue, et y compris, d'ailleurs, sur donneurs vivants. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on cultive, nous, et c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Et on est tout à fait conscient que ce sont des objectifs à atteindre et que c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette le paquet. Et c'est d'ailleurs l'objet de tout un tas d'échanges qu'on a très régulièrement. Après, je ne pense pas qu'on puisse dire, un, qu'on se satisfasse de cette situation, et deux, je ne pense pas qu'on puisse dire non plus qu'il n'y a aucun objectif atteint. Le niveau de 2017 n'est pas atteint, le niveau de 2018 a été largement rattrapé, on a eu un énorme trou, un énorme creux en 2020, et aujourd'hui on voit bien sur la courbe, et ça c'est parfaitement documenté, quand vous dites que ça n'est pas suivi, c'est parfaitement suivi, c'est parfaitement documenté, on voit que la courbe remonte tout doucement au-dessus de la cible basse. Je me permettais juste de dire ça. Puisque vous me demandez de dire un mot de conclusion, juste dire que les pouvoirs publics sont particulièrement engagés, et on l'a vu, d'ailleurs ça se voit dans les échanges qu'on a là tous ensemble, sur des évolutions positives et majeures en matière de MRC, avec les leviers qui sont les nôtres, les autorisations, les financements, les différents registres de données, et que bien évidemment, il reste une marge de manœuvre importante et qu'il faut que tous ensemble, on arrive à dépasser ce qu'on est en train déjà d'avoir bien commencé à faire. Merci beaucoup. Juste un mot, une réflexion. Allez, je vous en prie, applaudissez. C'est pas parce que je parle que... Je sais bien que c'est pas pour moi. Juste, je voudrais repasser la parole aux deux protagonistes qui sont quand même concernés au premier chef, et savoir si la volonté que vous avez est renforcée par cette table ronde, François et Jean-Marc, par rapport au plan maladie rénale chronique. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces engagements des différents acteurs ? Je pense que j'ai répété des choses qui ont été dites, mais qui sont vraiment importantes. Le niveau de connaissance de la maladie rénale dans la population générale est très très faible, et que ce soit pour aborder le don d'organes ou que ce soit pour aborder la prévention et la prise en charge de la maladie rénale, on a besoin de campagnes de sensibilisation dont on a parlé, dont il faut qu'elles soient ciblées sur des populations que l'on veut toucher en priorité. Et ça relève de la puissance publique. On n'a pas l'impact au niveau de notre très belle alliance pour la santé rénale pour mener ce genre d'action. Donc je pense que pour porter ces messages-là, d'une part, et pour d'autre part réussir à mieux mettre en musique toutes les initiatives dont on a parlé pendant cette journée, on a aussi besoin de l'aide de la puissance publique. Et c'est en ce sens où il me semble qu'on a vraiment besoin de ce plan de maladie rénale chronique pour passer au niveau au-dessus. Oui, je vais dans le sens de François. Je pense que voilà, on a parlé de certains termes qui étaient de dire améliorer, bien sûr, le soin, la prise en charge des patients, prévenir. Ça, je crois, c'est le maître mot de cette journée, c'est la prévention. Et puis aussi, bien sûr, accompagner les patients, accompagner les professionnels dans les démarches. Et j'espère que, voilà, je compte fortement sur cette journée pour que ça déclenche chez certains, et nos politiques notamment, l'idée et la prise en considération de ce que l'on a dit aujourd'hui, et de pouvoir essayer d'avoir ce plan qu'on attend depuis des années, les patients comme les professionnels, de façon à ce qu'on puisse enfin démarrer quelque chose. On est bien parti, les planètes sont bien alignées, alors donc il faut y aller. Et maintenant, il ne faut plus attendre non plus. Merci. Merci Jean-Marc pour ce mot de la fin. Je voudrais faire deux remerciements spéciaux parce qu'ils n'ont pas pu être avec nous, mais je sais qu'ils étaient très présents pour Agnès Firmin-Lebaudot et pour Jean-Carl Grelier. Sans Jean-Carl, on n'aurait pas pu avoir la salle Colbert. Ça aurait été dommage quand même. Et sans Yannick Noder aussi, puisque à l'époque, il était parlementaire et nous a aidés à obtenir cette salle. Ne croyez pas que ce soit simple. Obtenir la salle Colbert, c'est pas simple du tout, c'est pas qu'on puisse dire. Mais Jean-Carl et Anne ont réussi à faire ça. Et le fait qu'Agnès nous rejoigne alors qu'elle est en circonscription, vraiment merci.
Et je remercie tous les intervenants de la table ronde. On est parti sous d'excellents auspices. Il n'y a plus qu'à concrétiser maintenant et à avancer. Jean-Paul, je te passe la parole.